Bonjour tout le monde, bonsoir. Actuellement, c'est soir ici. Aujourd'hui, je vais encore parler d'un sujet un peu controversé, le territoire d'outre-mer ou la France d'outre-mer. D'abord, une excuse, je suis pas historien, alors j'ai pas tous les faits, je suis pas politologue non plus, ou géopolitologue si vous voulez, mais je vais faire une petite analyse de la situation, faire une comparaison en fait entre les, les territoires ou la France d'outre-mer actuelle et les colonies, les anciennes colonies françaises. Alors, j'ai pas lu beaucoup d'histoires sur là-dedans, mais comme la plupart de vous le savez, donc la France avait un empire colonial très élargi, jusque dans les années 80, dans les années 60 en fait, et cela incluait les îles, quelques pays dans les îles Caraïbes, c'est pas Martinique, la Guyane, etc. Et puis beaucoup de pays en Afrique que j'ai mentionné quelque part dans d'autres vidéos, c'est-à-dire le Gabon, Centrafrique, le Congo, le Mali, Niger, Burkina Faso, la majorité des pays du Sahel, donc le Sénégal, vous y allez. Et il y avait aussi des territoires dans le Pacifique. Il y a toujours des territoires dans le Pacifique, la Polynésie française, la Polynésie française. L'autre jour, j'ai hésité beaucoup de trouver quelques noms des îles, la Nouvelle-Calédonie de cette île. Et c'est pas encore si la Polynésie française veut dire donc Tahiti plus la Nouvelle-Calédonie plus peut-être d'autres îles, je ne sais pas. Mais le point n'est pas là. Le point n'est pas donc la précision historique ou géopolitique, mais c'est une distinction entre ce qui s'est passé dans les années 60 où quelques États, donc la France a proposé apparemment aux colonies de décider, à ces colonies donc, de décider si elles veulent être indépendantes comme un pays souverain, autonome, ou si elles veulent être intégrées comme partie de la France, ou si elles veulent être, je sais pas, outre-mer, territoire d'outre-mer. Je ne sais pas la différence entre les deux dernières, mais ce que nous connaissons, c'est que quelques pays comme Mayotte, je crois Tahiti ou la Polynésie française, quelques pays donc sont, excusez, il y avait des gens ici, j'ai pas voulu les mettre dans la caméra. Alors, quelques pays sont restés sous contrôle de la France, donc. Certains des commentaires verront ça comme une colonisation archaïque, comme quoi il ne devrait pas y avoir un territoire de Français dans le Pacifique, par exemple. Et évidemment, la Nouvelle-Calédonie, je crois, a un mouvement très indépendantiste et très actif. Et j'entends ici et là quelques manifestations là-bas en Nouvelle-Calédonie, des gens qui veulent être indépendants. Je ne sais pas si c'est le cas pour les Comores, Mayotte ou d'autres territoires. Mais ce que je veux faire encore une fois, c'est pas m'incliner sur la raison ou la validité de cet arrangement, ou si les États devaient être indépendants ou pas. Mais je voudrais faire une petite comparaison, qui est un risque que je prends, bien sûr, entre les États qui sont indépendants, notamment les États africains, peut-être les Caraïbes, et les États qui ont décidé, ou des territoires plutôt, qui ont décidé de rester partie entière de la France. Alors, je veux dire, et je veux conclure ici, et vous pouvez toujours m'opposer ou avoir des objections, qu'en quelque sorte, les États qui sont restés, ou les territoires qui sont restés dans la France, ont mieux fait que les États qui ont choisi l'indépendance. Ce que nous avons vu, et je suis particulièrement familier avec l'Afrique, mais corrigez-moi si j'ai tort, je crois que Haïti fait aussi d'une colonie française qui est en fait un État, je dirais, échoué. Mais je vais me borner à l'Afrique, parce que ce que nous avons vu en Afrique, après la France, on a eu une succession de dynasties familiales comme les Sassou Nguesso, c'est pas les Paul Biya,
et des militaires qui faisaient des coups d'État chaque fois que peut-être il était temps de changer de gouvernement. Nous voyons encore des coups d'État dans les anciennes colonies françaises, comme au Mali, par exemple. Je crois qu'il y a une junte militaire là-bas, le Niger, la même chose, le Burkina Faso, la même chose. C'est pas ce qui se passe maintenant au Tchad. Mais la réalité est que donc les colonies françaises n'ont pas évolué aussi bien euh, que le reste du monde, si vous voulez, et même après l'indépendance. Aurait-elle mieux fait si elles étaient parties de la France? Je ne sais pas. Mais aussi, je crois que la politique internationale à l'époque ne permettait pas que peut-être la France reste en Afrique. Je crois que les territoires qui sont restés avec la France étaient des îles en particulier qui n'étaient pas attachées à un espace géopolitique défini. Et comme ça, ils pouvaient indépendamment décider sur leur sort. Je sais pas. Mais l'Afrique, je crois qu'il y avait un mouvement pour l'indépendance et que donc cet arrangement n'allait pas tenir. En tout cas. Mais encore, c'est pas ça mon objet. Mon objet, c'est donc toujours comparer. Alors, ce que j'ai dit que c'est du niveau politique, on voit beaucoup de désordre dans les pays francophones, excusez-moi. Et puis, du côté économique, non, aussi, je ne vois pas assez de progrès. Mais là encore, je vois un peu me réserver puisque je n'ai jamais visité les îles Comores, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, bien qu'elle soit tout près de chez nous, au Tahiti. Mais je crois que, en réalité, ces îles-là sont un peu mieux avancées que le reste de l'Afrique. Je suppose. Et ce qui est en fait surprenant, parce que normalement, quand vous êtes une île, il y a beaucoup de désavantages. Je dirais, l'isolement, vous n'avez pas de voisins, n'importe quoi. Et puis aussi, une autre chose très importante pour moi qui est migrant, c'est que donc il est très facile de se déplacer comme touriste ou même comme migrant permanent, si vous avez un passeport européen, français, germain, allemand, c'est pas, belge, suisse, que si vous avez un passeport africain. Et cela est très important, et surtout pour les jeunes. Par exemple, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et je crois d'autres pays de l'OICD, c'est pas cet acronyme, c'est en anglais. Je crois que ce sont les pays un peu développés. Ils ont un système, en fait, qui est fermé entre ces pays-là. Vous ne pouvez pas y entrer à moins que vous êtes parti de ces pays. Bien sûr, c'est pas OECD, je crois que j'ai tort là-bas. J'ai vu aussi des pays comme quelques États de l'Amérique latine, quelques États comme Malaisie ou les Philippines. On a un programme qu'on appelle comment encore Working Holiday, donc vacances de travail pour des gens peut-être de moins de 30 ans. Vous pouvez venir ici en Nouvelle-Zélande ou en Australie. On vous donne un visa de 12 mois et vous pouvez travailler n'importe quoi. 12 mois en Nouvelle-Zélande. Cela n'est pas possible si vous avez un passeport africain. C'est pas complètement possible. Alors c'est une opportunité que donc les jeunes Africains ne peuvent avoir parce que ils ont un passeport africain. Et je crois que donc c'est une opportunité que les outre-mer, le territoire d'outre-mer de la France donc ont que nous n'avons pas en Afrique. Et toujours sur ce point, si par exemple vous voulez venir visiter la Nouvelle-Zélande, vous n'allez pas demander de visa. On a changé un tout petit peu, mais c'est la même chose. Vous n'allez pas donc aller dans le processus de postuler pour un visa dans votre pays. Et maintenant, il y a quelque chose qu'on appelle, je crois, ETA, je crois que permis de voyager. Mais auparavant, vous pouvez juste venir à l'aéroport, on vous donne un visa et c'est tout. Mais si vous êtes de l'Afrique, cette option n'est pas possible. Et je crois qu'il y a peut-être d'autres options dont je ne sais pas. Et puis, en Europe, je crois qu'il y a beaucoup d'options aussi. Mais encore, je suis pas très familier avec l'Europe.
Mais j'ai toujours vu des bourses là-bas qui sont exclusives à l'Union européenne. Je crois que quelques pays comme l'Allemagne, par exemple, les études sont très moins chères et peut-être gratuites quelque part. Et je crois que là, on considère aussi si vous êtes de l'Union européenne. Donc, appartenir à l'Union européenne, c'est un atout de plus. Donc, vous avez un passeport français, mais aussi vous pouvez aller vivre en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, c'est pas, au Danemark. C'est vraiment un avantage particulier que ces États ont et que l'Afrique n'a pas et qui peuvent aider aux jeunes de se promener, d'étudier, d'aller travailler, de gagner de l'expérience et donc avoir un futur meilleur. Et je crois que le côté social aussi, c'est pas si encore ce territoire bénéficie à part entière toutes de tous les bénéfices sociaux que la France à offrir. Mais en réalité, tous les pays développés ont un système social très global. C'est-à-dire que donc, si vous êtes en chômage, on vous donne quelques sous. Si vous êtes malade, vous handicapez, on vous donne quelque chose. En Afrique, il n'y a rien de cela. Après, à la pension, on vous donne quelque chose. Dans quelques pays, et si vous avez travaillé, vous n'avez pas travaillé, vous recevez quelque chose dans tous les cas. Et ça, c'est vraiment un avantage puisque ce que je vois en Afrique, c'est que donc, si vous avez un problème, un choc dans votre vie, c'est pas vous n'avez pas de boulot, vous tombez malade, vous devenez vieux, ou justement la retraite est forcée parce que la plupart des pays africains, le travail c'est dans le public et la fonction publique. Alors les enseignants, les professeurs, n'importe qui aussitôt que ils ont, disons, 60 ou 65 ans, je crois que c'est 60 pour la plupart des pays. Vous êtes toujours vigoureux, vous êtes toujours en force, vous pourrez travailler. Mais on termine, on vous dit, eh bien, c'est tout, allez, prenez votre retraite. Et la retraite est très maigre. Mais quand je vois les Français à la retraite, je crois qu'elle peut être maigre aussi en France. Mais je crois que si vous êtes en Nouvelle-Calédonie, elle n'est pas aussi maigre que ça. Et je ne sais pas si, du moins, en ce qui concerne peut-être ils reçoivent moins que les Français du territoire, mais en tout cas, je crois que c'est mieux que la plupart des pays africains, sinon la totalité des pays africains. Alors, politique à part, et je vais me résumer ici. Politique à part, je crois que donc la France d'outre-mer, les territoires d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, je crois, les îles Comores, je crois que ça fait partie. Je ne sais pas si l'île Maurice est indépendante ou pas. Je suis pas très intelligent. Et puis, Mayotte, je l'ai dit, Tahiti. Et je crois qu'il y a d'autres îles actuellement. J'ai vu une longue liste et j'ai pas imprimé ça, je vais pas lu tout cela, parce que c'est pas ça ce qui est important. Mais je crois que ces îles-là sont dans une position beaucoup plus privilégiée que la majorité des pays africains. Et bien sûr, je veux avoir quelques indépendantistes qui croient que donc l'autonomie, la souveraineté, ça prime sur toute autre chose. C'est une opinion que je respecte. Je suis un peu une personne un peu pragmatique. Ok, j'ai besoin de l'eau. Attendez. Je disais donc que je suis une personne très pragmatique et souvent avoir du pain, c'est mieux que donc avoir un drapeau sur votre maison. Puis il y aura aussi des gens qui peut-être ne sont pas satisfaits par la manière dont la France traite en réalité ces États ou ces territoires. Je crois qu'il y avait beaucoup de brouhaha il y a 2 mois lorsque les îles de Mayotte ou l'île de Mayotte, c'est pas même si c'est une île ou une péninsule, lorsque l'île de Mayotte a eu donc
Je crois qu'il y avait des intempéries de quelque sorte ou des inondations. Je crois que les gens étaient furieux avec les autorités françaises. C'est aussi justifié si donc la France traite différemment les gens de Paris ou de Marseille, je ne sais pas, par rapport aux gens de Nouméa ou de Tahiti, cela n'est pas acceptable. Mais toujours, je crois que ces États vont mieux, ils font très mieux que le Gabon, le Cameroun et Tahiti. Voilà, juste mon opinion. Je vais vous respecter si donc vous avez quelques objections. Au revoir.